Donc, cet après-midi, on a décidé d'aborder deux sujets, essentiellement. Deux sujets qui sont à peu près le même, enfin, au moins dans l'intitulé. C'est la transformation numérique de trois petits points. Transformation numérique de l'économie d'abord, parce que ça fait quoi? Ça fait le rapport d'André Marcon au Conseil économique et social, et c'était en 2001, pour dire qu'il fallait passer la seconde en matière de numérisation des entreprises, des PME, etc. De l'eau a passé sous les ponts et on éprouve encore des résistances extrêmement importantes dans les entreprises françaises pour s'emparer du numérique, alors qu'il s'agisse de s'en emparer en termes d'amélioration des process internes, les fameux ERP, qui sont les logiciels de gestion, en fait, comment je modifie le fonctionnement de mon entreprise à l'intérieur, et puis aussi comment je promeus mon entreprise, comment j'utilise par exemple les réseaux sociaux ou Internet pour vendre, pour me développer à l'international, etc. Et c'est pas facile tous les jours, en l'occurrence, mais avec nos invités, on va voir aussi que c'est même pour les grandes entreprises, c'était pas forcément une évidence. Même s'il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui, je crois, extrêmement forte, mais ça, c'est Jean-François Pépin qui nous en parlera. Voilà, il y a un souci majeur là-dessus. Au niveau justement de cette appropriation du numérique par les entreprises. Éric Verregue, vous fermerez le banc en fait, en ouvrant justement sur des questions qui sont celles des compétences disponibles autour de cette transformation numérique, parce que c'est bien joli de dire il faut transformer les entreprises, ou il faut qu'elles se transforment, mais pour autant il faut qu'elles aient en interne les ressources humaines et les compétences associées pour le faire. Or, fabriquons-nous des gens capables de favoriser l'appropriation du numérique dans les entreprises? Est-ce que les profils dont les entreprises ont besoin pour justement penser ces questions-là, les mettre en œuvre et les adopter, est-ce qu'elles sortent, ces personnes-là, est-ce qu'elles sortent de nos écoles? Est-ce qu'elles sortent de nos universités? Comment on les fabrique? La fabrique de l'intelligence collective dont on parlait ce matin. Avec Indira Touvenin, on soulignera aussi avec humour, je crois, avec une présentation que je n'ai pas vue, donc c'est... mais j'ai une confiance totale en Indira, donc sur la question dont on est capable de transformer l'innovation qui est fabriquée dans les laboratoires en réalité de marché. Et comment parfois la réglementation vient bloquer ce phénomène vertueux qu'on appelle le transfert de technologie. On dit toujours qu'il se passe plein de choses dans les labos, mais ça sort pas. Mais ça sort pas seulement pour des raisons qui nous échappent. Parfois, c'est juste que ça peut pas sortir, ça n'a pas le droit. Ça n'a pas le droit de sortir. Avec Philippe Gir, donc Delaya Partners, on posera la question du financement. Aujourd'hui, le financement de l'innovation aux États-Unis est majoritairement assumé par des capital partners, des capital ventures, des investisseurs, des business angels. Qu'en est-il en France, où la part de la BPI est extrêmement prédominante? Donc on est plutôt sur du financement au pouvoir public. Voilà, il va nous dresser cette copie-là et nous dire comment finalement cette manière d'investir change la donne. Et puis, donc avec, pour commencer, Bertrand Gauthier qui remplace au pied levé Laurent Pontainier. On va parler justement de ce diagnostic que je faisais au départ, à savoir dans les entreprises françaises, comment prend la mayonnaise du numérique. On a le sentiment que ça tarde, mais sur le terrain des chambres de commerce et d'industrie et des différents organismes consulaires, le CEFAC se bat pour que la transition se mette en place sous la bannière transition numérique. Voilà, Bertrand, je vous invite à prendre le micro mobile qui est à disposition et à témoigner de ce que vous faites et surtout de l'état de l'art en fonction de la nature des entreprises en France. Merci. Merci Sébastien. Oui, sur cette question du retard des entreprises françaises, on aura, je pense, tout le temps le sentiment qu'il y a un retard évident, vu en plus la vitesse à laquelle les usages numériques se développent dans la société, dans toutes les sphères, toutes les strates de la société, forcément. Le monde de l'entreprise, et quand on le prend comme ça, la TPE, la PME, on s'adresse à pratiquement 3 millions d'établissements, donc 3 millions de chefs d'entreprise et 3 millions d'approches différentes du numérique dans son entreprise. Donc forcément, c'est un petit peu plus long, ce sont des enjeux un petit peu longs à mettre en place. Les blocages, ils sont en train de se lever. Parce qu'on a aujourd'hui une compréhension qu'il ne faut plus avoir une approche outil, mais une approche usage. D'aller voir une entreprise pour dire vous avez besoin d'un logiciel de gestion, enfin, vous avez besoin de remettre à plat votre gestion commerciale avec un logiciel. Si on parle de l'outil, le chef d'entreprise n'est pas capable de saisir les enjeux pour son quotidien. Et quand on lui parle usage,
quand on va lui expliquer par exemple que faire de l'envoi de newsletters, de emailing avec une solution professionnelle c'est indispensable, il ne va pas le comprendre. Par contre, si on lui dit que grâce à ces solutions pro, on va avoir des retours statistiques d'ouverture de ses campagnes et de suivi, de pilotage et donc de fidélisation de clients, là on commence à lui parler un petit peu un langage qu'il est capable de comprendre et qu'il est capable d'assimiler. Avec le pléthore d'outils et de solutions qui émergent. C'est le deuxième problème auquel sont confrontées les entreprises. Elles sont face à un millefeuille, un petit peu un millefeuille institutionnel, et puis pléthore d'offres qui leur sont proposées, qui leur sont soumises. Donc c'est assez difficile pour elles d'arriver à prendre la bonne décision. Et c'est pour ça que le travail qui est fait notamment autour de transition numérique, c'est de former de faire monter en compétence ce réseau des conseillers d'entreprise qui travaillent en chambre de commerce, qui travaillent en chambre de métier, en office de tourisme, en collectivité locale évidemment, et de plus en plus souvent. Comment est-ce qu'on peut accompagner la transition numérique de ces entreprises? Et nous, on a la conviction que ça passe par les usages et pas simplement les outils. Les outils, c'est à nous de nous en occuper. J'allais dire nous, sphère publique, parapublique, et c'est aussi la mission des industriels, des offreurs de solutions, de tourner aussi leurs produits sur de l'usage. Et c'est ce qui est fait, alors je vais parler au nom de Laurent Pontellier, mais c'est ce que lui fait au sein de Transition Numérique Plus, qui est l'association qui regroupe aujourd'hui une petite centaine d'éditeurs de logiciels, de start-up, d'acteurs professionnels du numérique, qui vont toucher ces petites entreprises pour les faire progresser j'ose pas dire sur ce secteur ou sur cette branche numérique. Le numérique aujourd'hui, il est dans toute l'entreprise, dans tous ses process. Donc qu'on parle même d'aménagement de vitrines, si on veut parler du club du rez-de-chaussée, ou de démarche export dans une PME industrielle, on va être confronté aux mêmes enjeux d'usage numérique, quelle que soit la strate sur laquelle on va travailler en proximité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce côté-là, sur les freins. Nous, on les voit très clairement se lever aujourd'hui. J'en parlais avec quelqu'un de Solocal Group qui est ici aujourd'hui. Il y a quelques études qui poussent et qui montrent que ça progresse. J'ai tendance, moi, à toujours vouloir voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et à voir les entreprises qui réussissent avec le numérique à se développer, plutôt qu'effectivement une masse d'entreprises qui encore ne veut pas en entendre parler, ne comprend pas les enjeux. Mais on s'efforce d'accompagner les entreprises qui aussi, il faut être conscient de ça, ont un potentiel à croître. On oublie un petit peu trop souvent en France que depuis quelques années maintenant, un chef d'entreprise n'a pas forcément vocation et envie à se développer. Quand on en parle avec eux, on a une frange très très importante des chefs d'entreprise qui disent pourquoi vous voulez me faire développer? Moi je suis très bien comme ça. Bertrand, vous savez à quel point c'est scandaleux ce que vous dites. Mais oui, mais c'est la réalité, du quotidien. Sur 3 millions d'entreprises, si on prend un 30%, vous voyez la masse que ça représente quand même. Ah oui, on a tout ce tissu-là, ce tissu si divers en plus à travailler. Et quand on va rentrer dans les branches, métiers, il y a des secteurs sur lesquels on va numériser les process et les pratiques très facilement parce que les enjeux sont compris. L'hôtellerie, restauration, le tourisme. Voilà, sur tout le thématique du tourisme, ils ont compris aujourd'hui que s'ils ne le font pas, leur secteur est appelé à disparaître. On vit un petit peu avec le numérique la même révolution qu'on a connue dans les années 50-60, je vais dire, au moment de l'arrivée de la grande distribution. Ça provoque des mutations économiques au sein de tout un tissu de TPE et de PME. Certaines sont appelées à disparaître. La plupart sont appelées à se pérenniser et quelques-unes, on espère, et on s'efforce de faire en sorte que ce n'est pas que quelques-unes, mais ont tendance à devenir des leaders ou des entreprises qu'on va prendre dans la ligne de mire et qu'on va tenter de suivre parce qu'elles font le boulot correctement. Et parce qu'elles ont l'envie en fait. Voilà, tout à fait. Et de l'ambition. Enfin, c'est quand même, pour les autres, c'est un peu la misère, quoi. Vous dites 1 million des entreprises que vous avez scorées. Je vous le fais au doigt mouillé. On n'a pas. Oui, enfin, on vous fait confiance. Il n'y a pas d'études là-dessus. C'est vraiment. Mais c'est vrai qu'on peut facilement l'imaginer. Enfin, vu la taille moyenne aussi de nos TPE-PME, c'est vrai qu'il y a une espèce de plafond de verre pour se développer. Et de nombreux secteurs ont longtemps considéré que le numérique pour eux n'était pas une question. Les taxis.
Et depuis un an, Oui, de toute façon, ce qu'elle leur vient en pleine face maintenant. Et depuis un an, on voit ce que ça donne. Mm. Il y a de moins en moins de secteurs complètement épargnés par les enjeux du numérique, mais on vient aussi de cette histoire-là. Donc il y a encore ce discours de conviction à porter, d'illustration à montrer, et de dire, voilà, si vous ne le faites pas, regardez ce qui s'est passé dans les années 50-60. Il y a des secteurs qui ont disparu, d'autres qui ont été transformés. On entendait notre ami photographe qui fait quelques clichés. Si je lui sors une péloche Ilford, Kodak. Voilà, Kodak, c'est le monde d'avant, mais c'est pas pour ça que le métier de photographe a disparu. Ce sont des pratiques qui ont fait muter le métier. Et on a aujourd'hui ça dans tous les secteurs d'activité. Voilà un petit peu le message qu'on peut porter là-dessus. Merci beaucoup Bertrand. Donc on va éclairer les choses différemment avec Jean-François Pépin, parce que là on était sur des PME, des TPE, où on se dit parfois la taille critique n'est pas atteinte, il n'y a pas d'ambition finalement de se développer, etc. On ne peut pas imaginer que du côté des grandes entreprises de France, la copie pourrait être la même. Rassurez-nous Jean-François. Oui, juste peut-être pour vous dire du point de vue d'où je parle, qui est un point de vue, vous allez le voir, très étroit. Le SEGREF est une association de grandes entreprises, uniquement 140, le CAC 40, les 60 suivantes, et puis un certain nombre de grandes organisations comme le ministère de Bercy, de l'Intérieur ou de la Défense. Et notre rôle depuis 1970, c'est d'accompagner les dirigeants dans l'informatisation des grandes entreprises. Et on a déjà connu des phases de transition, de la mécanographie en 1970 à l'informatique, ensuite au système d'information et aujourd'hui donc au numérique. Et d'ailleurs notre mission aujourd'hui, c'est de promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance. Le deuxième point de vue d'où je parle, c'est celui d'une fondation SEGREF que nous avons créée il y a 3 ans maintenant et qui mène un important programme de recherche internationale avec un certain nombre de grands laboratoires. Notre objectif, c'est d'esquisser le design de l'entreprise à 2020. Et cette fondation a pour ambition de mieux comprendre comment le monde numérique change nos vies et nos entreprises. C'est un beau programme. Et à la demande des organisateurs, j'ai donné un titre à mon intervention qui est un titre un peu provocateur puisque il s'intitule « Tout dirigeant est responsable de ce qu'il choisit d'ignorer ». Alors, certes, c'est un peu provocateur, mais en fait, elle repose cette interrogation sur une conviction profonde, c'est que la transformation numérique des entreprises traditionnelles, donc on va dire et particulièrement les grandes entreprises, c'est un enjeu vital pour le développement économique, social et humain de notre société. Alors en fait, je voudrais juste, si vous le voulez bien, prendre un peu de temps pour savoir de quoi on parle. On a 2 mots, transformation numérique. Et d'ailleurs, je vous invite dans une réunion professionnelle à tenter l'expérience de poser la question aux participants, qu'est-ce que vous entendez par numérique ? Alors, la chance, c'est que c'est un mot qu'on utilise sans avoir bien réfléchi à ce qu'il pouvait dire. Et c'est un peu ennuyeux quand on parle de ces questions-là, de ne pas savoir de quoi réellement on parle, et si surtout, tous ceux qui en parlent bien de la même chose. Alors, si c'est un mot valise, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Alors, si vous avez un puriste dans la salle, il vous dira c'est le contraire d'analogique. Celui-là, pas contestable. Si vous avez un linguiste dans la réunion, alors là, il va vous dire c'est un adjectif substantif. Et c'est très important parce que c'est un adjectif substantif, c'est un mot qui a une fonction d'un nom. D'ailleurs, on dit le numérique, alors qu'initialement, c'est un adjectif. Et on l'utilise alternativement, d'ailleurs à tort, avec le mot digital. On prend l'un ou l'autre. Alors pour ceux qui auraient encore un doute, l'Académie française vient de trancher sur ce sujet et elle recommande l'usage du mot numérique. Je ne suis pas sur l'argumentaire, mais il suffit de taper Académie française numérique et vous avez la citation. Et puis alors si vous avez un geek dans la salle, il y en a forcément toujours un, il va vous dire que ce terme, en fait,
il est beaucoup plus sexy que celui d'informatique. Et donc, il l'utilise parce que c'est aujourd'hui dans l'air du temps et que parler d'informatique aujourd'hui, c'est quand même franchement ringard. Michel Voll, que vous connaissez peut-être, qui est le président d'un institut qui s'appelle Economy, qui vient de produire un ouvrage sur cette question, dit « Le numérique n'est que le cache-sexe de l'informatique. Il prétend cacher la technique alors que, pris à la lettre, il désigne ce qu'il y a de plus technique dans l'informatique, le codage en 0 et 1 nécessaire au fonctionnement d'un processeur. » Alors, pour conclure sur le mot numérique, et pour vous proposer notre définition, on vient de rentrer avec le mot numérique dans la 4e dimension de l'informatique. La première était celle technique, les machines, tout le développement. On a parlé également de la dimension sociologique, on a parlé d'usage tout à l'heure, ça a été effectivement un thème très important ces dernières années. On a aussi la dimension économique. Tout ça, c'est un secteur économique très important. Avec le numérique, on entre dans cette 4e dimension qui est la dimension culturelle. Et celui qui en parle le mieux, je vous incite à le lire, c'est Milad Doueli, un historien des religions qui a la chaire des cultures numériques à l'Université de Laval et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pour un humanisme numérique ». Et c'est lui qui dit « Le numérique est la dimension culturelle de l'informatique ». Nous, ça nous va bien, cette définition. Et d'ailleurs, on a produit un ouvrage que vous pouvez également télécharger gratuitement sur le site du CIGREF et qui s'appelle « Entreprise et culture numérique ». Alors, sur le deuxième terme, le terme « transformation ». Là aussi, c'est un terme qu'on utilise sans trop se poser la question de « mais quelle est cette véritable signification? Est-ce qu'elle a une incidence sur, je dirais, les transformations dont on parle, notamment pour les entreprises ?» Alors ce mot, il est beaucoup plus fort que métamorphose. Et surtout, il est beaucoup plus violent, perturbant, et voire même beaucoup plus risqué qu'une simple transition. Transformer, c'est donner une nouvelle forme. Et je pense que quand on parle de transformation numérique, il ne s'agit pas de transition, d'une nouvelle transition incrémentale. Les entreprises ont fait ça depuis leur origine. Elles se sont adaptées par petites étapes. Là, il ne s'agit plus du tout de ça. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'envisager des améliorations de l'existant, comme on le faisait hier, par la simple intégration d'outils nouveaux, numériques. Il ne s'agit pas non plus d'apporter des petites améliorations organisationnelles. Les réseaux sociaux, etc. Et il s'agit encore moins de penser à une simple adaptation du modèle économique. Ceci a dépassé aujourd'hui. Ce dont on parle, c'est d'une véritable évolution disruptive. Et ce mot disruptive veut dire que nous parlons d'une rupture radicale, fondamentale et sans doute irréversible. Et c'est bien de cette transformation numérique dont nous parlons. Et quand on relie les deux termes, on voit bien effectivement que, en tout cas pour les grandes entreprises, ça impacte au moins 3 domaines bien particuliers: les modèles d'affaires, la manière dont les entreprises pensent même leur stratégie. En 2, le management et, je dirais, une nouvelle forme de leadership managérial à l'occasion de la prise en compte du numérique dans l'entreprise. Et enfin, un point un peu plus particulier sur la notion de risque. Le numérique, la transformation numérique des entreprises impacte le regard que l'on portait sur les risques quand on en parlait liés au système d'information. Voilà, donc je pourrais, si vous le souhaitez, développer ça peut-être plus longuement tout à l'heure, mais voilà en termes d'introduction ce que je voulais dire de la manière dont aujourd'hui les grandes entreprises abordent ces préoccupations. Rien n'est fait pour rassurer les dirigeants aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont appris à l'école est remis en cause sur la notion des barrières à l'entrée, sur la notion de la protection et des frontières qu'on pouvait apporter à l'entreprise, la manière dont on devait organiser en silo
les différentes fonctions de l'entreprise, la manière dont chaque silo avait son PNL. Ça remet en cause également la manière dont les dirigeants pensent la stratégie prochaine de leur entreprise. Et donc, c'est à ces questions-là qu'on réfléchit, c'est à ces questions-là qu'on tente d'apporter des réponses, à la fois par les travaux de recherche que nous faisons et également par la mise en commun des différentes initiatives qui se déroulent aujourd'hui. Et il y en a de nombreuses, il y en a de passionnantes. Je pourrais en décrire quelques-unes tout à l'heure. Si oui, j'aimerais bien effectivement vous poser une question sur ce point-là, Jean-François Pépin, parce qu'on voit bien ce que ça peut générer en termes d'appréhension, d'inquiétude, de crainte, voire de résistance, puisque voilà, la locomotive du numérique, c'est comme toute forme d'innovation, ça rencontre la résistance au changement. Mais est-ce que vous avez en tête un ou deux de vos membres qui se sont dit c'est un risque et donc c'est une opportunité, donc j'y vais à fond et je modifie, je fais la disruption de mon modèle d'affaires, parce que vous avez des groupes qui sont importants, donc il y a une forme d'inertie dans le modèle économique. Est-ce que vous en avez vu qui ont pris ça à bras le corps et qui se sont dit moi c'est bon, je suis prêt pour demain, je change tout, je disrupte, je pète un câble d'une certaine manière et j'y vais? Alors on va dire que toutes aujourd'hui sont dans cette réflexion-là. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, c'est-à-dire il y en a qui ont déjà mis en place. Ils ont dépassé le stade de la réflexion, ils sont dans la mise en œuvre. Quel type d'acteur, par exemple? Alors, prenons un exemple. La première rupture que l'on constate, c'est qu'on n'a plus besoin d'être gros pour dominer le monde, et seuls les consommateurs comptent. Il faut dire que ça, c'est un renversement total de paradigme, là où on a appris, et on a tout fait depuis 40 ans, pour constituer effectivement ce qu'on appelle les grands groupes. La deuxième, et je pourrais citer quelques exemples tout à l'heure, mais on prend l'exemple des taxis parisiens qui ont été évoqués tout à l'heure avec Uber. Ils ne l'ont pas vu venir. Et surtout, ils avaient tout fait pour se protéger, y compris avec des réglementations. Autre point très important. On a appris à se protéger avec des réglementations. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus du tout suffisant. La deuxième rupture, c'est l'expérience client, et non le produit, est au centre de la transformation numérique. Ça paraît peu de choses, mais si on tente de définir l'entreprise jusqu'à maintenant, on la définissait comme quelque chose qui avait des frontières bien maîtrisées. Aujourd'hui, il faudrait mieux dire que c'est plutôt une interface et qu'elle se définit plus par le nombre d'utilisateurs clients que par le nombre de ses salariés. Ça renverse aussi un certain nombre de convictions, ou en tout cas qui ont été jusqu'à maintenant enseignées dans les grandes écoles. Et la troisième rupture, je dirais, c'est la question de l'agilité. C'est la question on avait appris à être solide sur des fondamentaux qu'on espérait maîtriser, et on faisait tout pour maîtriser, et puis on ne voit pas forcément arriver des structures toutes petites qui, en un seul clic, tout d'un coup, vous démolissent votre business model. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un propose quelque chose que vous faisiez depuis de nombreuses années, et ils le font plus vite, plus agilement, et surtout mondialement d'un seul coup. Là où avant, il fallait envahir le monde et faire un certain nombre d'implantations. Je prends juste un chiffre, je lisais tout à l'heure en attendant, on annonce 9,2 milliards de téléphones connectés à Internet dans le monde en 2019. Voilà, il faut juste avoir compris ça pour se dire quel est aujourd'hui mon marché. Alors, des exemples, oui, je vais en citer un, c'est Henri de Castres. Nous l'avons fait patron d'AXA. Nous l'avons fait intervenir dans un de nos cercles pour lui demander en quoi le numérique venait impacter son business model. Le texte de son intervention est sur le site SIGREF, vous pouvez le télécharger. C'est une superbe leçon de stratégie numérique. Et on en avait besoin par rapport aux autres leçons qu'on entend. Alors, que dit-il ? Eh bien, il dit qu'aujourd'hui, la manière de faire de l'assurance va être totalement bouleversée et qu'il lui faut effectivement prendre un certain nombre d'initiatives que le groupe en lui-même, dans son état actuel aujourd'hui, n'est pas capable de prendre. Et on vient de le voir créer dans la Silicon Valley une agence de recherche. Il vient d'ouvrir à Paris un AXA Lab pour effectivement imaginer de nouvelles solutions. Et en fait, son vrai concurrent, et c'est là aussi
quelque chose qui change la vision qu'on avait quand on apprenait à l'école de la stratégie, où sont mes concurrents? Et quand on en avait trouvé 4-5, enfin par les grandes entreprises, c'était déjà beaucoup, et la seule envie qu'on avait, c'était de racheter l'autre pour gagner des parts de marché. Aujourd'hui, le concurrent, alors c'est valable pour la SNCF qui l'a déclaré aussi, c'est Google. Parce que c'est terrible pour un assureur d'imaginer que là où il a toujours voulu mieux savoir, pour mieux servir, la manière dont son client conduisait sa voiture, ce qu'il faisait réellement, la manière dont il la conduisait, et qu'il le sait que par après coup, quand il y a eu l'accident. Et si avec ce système-là, qui est directement dans votre voiture, qui sait à quelle vitesse vous roulez par rapport à la vitesse qui est inscrite sur la route, qui sait dans quelle situation de presque accident vous vous trouvez à un moment ou un autre, qui sait les itinéraires que vous prenez, etc., vous êtes assez rapidement en mesure de lui proposer un contrat d'assurance sacrément bien adapté à ses besoins. Voilà un exemple, mais je pourrais en citer d'autres si besoin. On y reviendra. Merci beaucoup, Jean-François Pépin. Indira Touvenin, si en régie, on peut préparer la présentation d'Indira. Donc, Indira Touvenin, vous êtes présidente de l'Association française de réalité virtuelle et chercheuse au sein du laboratoire Audiacic. Donc, pour ceux qui ont fait déjà la visite guidée des locaux du centre d'innovation, voilà, vous travaillez sur à la fois la réalité virtuelle, mais aussi les véhicules que j'appelle intelligent, mais vous me dites voilà, c'est de l'assistance à la conduite, et aussi sur les plateformes ferroviaires. Donc vous avez une analyse, vous, particulière, justement, étant à la croisée des chemins entre un secteur où la France a vraiment des atouts à faire valoir, la réalité virtuelle, votre rôle de chercheuse et votre envie de faire sortir cette innovation des laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous parler des résistances que vous rencontrez et de ce que vous préconisez, tout simplement, pour transformer l'économie ? Alors merci Sébastien, parce qu'en fait, la conversation que nous avions eue m'a fait prendre conscience de certains freins. Le jour où Sébastien m'a téléphoné, pour la petite histoire, j'étais extrêmement énervée parce que voilà, je voyais en tant que chercheuse que je ne pouvais pas aller assez vite et je vois arriver le danger. Alors, vu de l'autre côté, vu du côté de la recherche, bien évidemment, on voit arriver des choses qui sont massives, hein, qui vont complètement balayer ce qu'on a aujourd'hui, aussi bien au niveau des interfaces, au niveau de la conduite, enfin, je vais en parler un petit peu. Mais surtout, on voit un fonctionnement qui n'est pas tout à fait normal. Et au niveau de la FRV, on ressent la même chose, puisque à la FRV, nous sommes un certain nombre de chercheurs, industriels, entreprises, fournisseurs de logiciels et de matériel. Et donc, je me suis trouvée confrontée à ces freins. Alors, premièrement, un constat qui est que, effectivement, c'est bien de se protéger, mais un brevet n'est pas toujours synonyme d'innovation. Ça ne résout pas la question. En France, donc, je me suis amusée à regarder un petit peu les chiffres. On n'est pas si mal hein, au niveau des brevets. Le CNRS est même très, très bien placé. Bon, voilà. Est-ce que ces brevets sont utilisés? Quels sont les retours sur investissement des dépenses publiques en R&D par rapport au nombre de brevets exploités? On sait que, par exemple, le CNRS, sur 10 brevets qui ont été déposés, il y en a 9 qui vont servir. Enfin, il y en a un qui va être exploité et qui va financer les 9 autres. Hein, donc, c'est quand même... c'est pas suffisant. Un autre constat, c'est que pour sortir un projet innovant, c'est très long, il y a un problème de temporalité. Et aujourd'hui, pour augmenter la compétitivité, il va falloir passer par la productivité. Et cette productivité, il est clair qu'elle passe aussi par le numérique. Donc on a un virage à prendre. Et enfin, ce qui m'a semblé, c'est qu'on était dans une culture de la prudence, avec effectivement, il faut se protéger de ces données qui sont happées par Google, par les capteurs, par les objets intelligents. Mais en même temps, il faut peut-être une culture de prise de risque un petit peu éclairée. Et donc, je me suis souvenue d'une lecture de l'été dernier. Et l'été dernier, j'ai lu un ouvrage très intéressant, La jeunesse de Picsou.
Pour moi, Picsou, c'était le milliardaire assis sur son tas d'or avec sa piscine dessous. Il se plonge dans la piscine et il est tout content d'avoir de l'or. Et en lisant la jeunesse de Picsou, j'ai retrouvé un certain nombre finalement de références typiquement américaines, mais qui parlaient d'un personnage qui était innovant, courageux, original, très persévérant. En fait, il prend plein de coups, Picsou, dans sa vie de jeune futur milliardaire. Il prend des risques, il fait des choses que personne ne fait, et il n'hésite pas, s'il a des échecs, à recommencer et à chercher d'autres idées. Alors, en fait, la temporalité, c'est un point important. Et que dit Picsou? Quelle est la devise de Picsou? Alors, c'est quoi la devise de Picsou, Sébastien? Voilà, c'est ça. Le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, la temporalité. Et alors, cette temporalité, finalement, j'ai continué à regarder un petit peu par rapport à qui s'imposait dans le domaine de l'innovation en Europe. Donc bon, on sait qu'on a une carte, on va dire, qui montre que nous sommes plutôt bien positionnés, mais nous ne sommes pas les leaders. La Suisse, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande sont leaders. Nous sommes plutôt des followers. Nous avons des très bons laboratoires de recherche, nous avons des très très bonnes universités, nos étudiants partent. Alors ça aussi, j'étais très en colère ce jour-là, parce que j'avais 2 doctorantes excellentes qui partent en postdoc aux États-Unis. Nous avons un excellent chercheur du CNRS qui va faire une expérience très intéressante puisqu'il vient d'être embauché par Facebook et qu'il avait eu un Google Award qui lui a permis d'embaucher un postdoc pendant 2 ans. Donc voilà, pourquoi cette innovation finalement autour de moi, voilà, ça freine, c'est trop hésitant, alors qu'on a vraiment des capacités à aller beaucoup plus loin. Alors, accélérer cette transformation, peut-être qu'effectivement le numérique, et ça m'intéresse beaucoup d'aller voir quelles sont ces stratégies à mettre en place, et cette opérationnalisation finalement du numérique dans toutes les sphères. C'est plus que du numérique, c'est plus que de la stratégie, c'est des changements très profonds, puisque à travers les 2 exemples que je vais vous proposer, je me rends compte qu'on n'est pas prêt, tout simplement. On ne s'est pas préparé à ce qui nous arrive. Donc, par exemple, premier exemple, donc la conduite par les Google Cars, par exemple, ou les voitures autonomes, le véhicule intelligent, ça fait un moment qu'on en parle. Est-ce qu'on est prêt ou pas à utiliser le véhicule intelligent? Et est-ce qu'on est prêt ou pas à utiliser la réalité augmentée pour la conduite? Donc nous avons actuellement un projet de recherche dans ce sens. Et effectivement, les assurances vont poser la question, finalement, qu'est-ce que je peux proposer comme contrat d'assurance avec un pare-brise équipé de head-up display, avec de l'affichage tête haute? Jusqu'où peut-on aller pour de la détection de type d'obstacles, avec de la dangerosité, avec la mise en valeur de certains dangers en fonction de la criticité? Et bien finalement, les constructeurs nous ont dit on attend la réglementation. On est preneur, on est intéressé, mais alors on va se lancer. Qui est-ce qui se lance? Les Américains, les Allemands, voilà. Les Français commencent à se lancer. Alors il y a certains projets confidentiels, bien évidemment, mais il y a une forte attente pour cette réglementation. Et cette réglementation ne peut arriver qu'après de longues discussions avec justement à la fois les laboratoires de recherche, les PME, on va dire les start-up, les spin-offs des universités, des centres de recherche, qui vont proposer des innovations extrêmement pointues, mais qui vont être incontournables demain. Donc pour la réalité virtuelle augmentée et mixte, innover, ça veut dire tester, peut-être moins hésiter, lancer des expériences pilotes, proposer des schémas d'expérimentation, un peu comme on le fait aujourd'hui sur le plan RA dans la Nouvelle-France industrielle, et avec peut-être le rôle d'associations existantes comme la nôtre pour structurer la communauté, la fédérer, proposer des espaces de dialogue et faire un annuaire des compétences. C'est ce qu'on peut proposer en tant qu'association. En tout cas,
de notre point de vue, nous avons besoin de cette accélération et de cette fluidification pour que les partenariats puissent fonctionner. Le deuxième exemple, donc c'est la réalité virtuelle pour former, une innovation extraordinaire en 1961. Donc Ivan Sutherland avec le Sketchpad en 1961, premier dispositif de création graphique interactif. Puis, alors je suis désolée, les images ne s'affichent pas. Ah, si. Deuxième expérience avec le prototype de visualisation Darth Vader en 82. Et donc une innovation finalement qui arrive à maturité de 1961 à 2014. Et aujourd'hui, en avril 2014, Facebook rachète le casque Oculus Rift. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisé. Le casque Oculus Rift, c'est de la visualisation en 3D. C'est un casque qui permet de visualiser un environnement virtuel. Il est très léger, il n'est pas très cher, il est très performant. Et Facebook considère que c'est l'interface de demain. C'est-à-dire que c'est plus le téléphone, c'est déjà le casque Oculus qui arrive massivement. Alors, pendant qu'on s'inquiète des problèmes, alors les médias ont été absolument indignés parce qu'Oculus avait été financé de façon participative et donc le rachat à 2 milliards de dollars par Facebook a été vraiment très très mal vu. Pendant qu'on s'indigne, pendant qu'on s'inquiète sur les données, pendant qu'on cherche à résoudre la question de confidentialité des données qui est extrêmement importante, Samsung prépare le futur casque. Donc l'innovation, voilà, c'est très joli, c'est très esthétique. Ça fait bien dans les soirées. Mais en même temps, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces interfaces qui arrivent? Alors, en se projetant, on pourrait imaginer que ces interfaces vont être utilisées de façon massive pour le jeu, mais également pour la formation, et enfin pour tout contenu numérique en général. Donc on parle des Google Glasses, on parle de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle, de casque. Peut-être qu'on pourrait aujourd'hui être un petit peu leader sur la question de l'impact sur la santé et proposer des innovations dans ce sens, ou bien parler du transfert du virtuel au réel. Alors quand je dis transfert, ça veut dire quelles capacités pouvons-nous développer en formant des humains dans des environnements virtuels de façon à ce qu'ils puissent travailler dans des environnements réels, c'est-à-dire travailler sur la mémorisation, les aspects finalement compréhension, mais pas seulement être très bon sur un simulateur pour ensuite passer dans la réalité avec un niveau finalement de compétences faibles, mais être capable vraiment de faire du transfert de compétences extrêmement performant entre l'environnement réel ou augmenté et l'environnement réel. Et finalement, pourquoi pas gérer des émissions de données à des niveaux de confidentialité choisis, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une émission de données que l'on propose et non pas des données qu'on donne, qu'on livre joyeusement à toute la planète. Alors tout ceci m'a amené à réaliser qu'il fallait vraiment prendre des risques, mais ne pas se tromper de combat. Encore une fois, le facteur temps, time is money, c'est vraiment ce que dit Picsou. Et finalement, il disait quelque chose de très vrai. Donc à l'UTC, on a pris des risques. Finalement, moi, je suis arrivée en 2001. L'UTC m'a offert de travailler en réalité virtuelle. Et c'était encore pas si fréquent dans les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose de standard, de très connu. En 2009, la création de la start-up Reviatech qui forme par la réalité virtuelle avec un partenariat très réussi, recherche, entreprise, étudiants, un déploiement international. Et puis peut-être se projeter dans le futur. Quand est-ce que Reviatech rachète Google? Merci. Merci beaucoup Indira. On a appris plein de choses. Qu'il n'était pas nécessaire d'être gros pour manger des gros. Ça, l'expérience récente nous le montre.
Et on voit effectivement les résistances que vous rencontrez et cet appel à la prise de risque. Alors, vous me disiez en préparant cette conférence qu'il y a 2 États des États-Unis où on a le droit de faire des tests de véhicules autonomes sur route ouverte. Alors, j'avais noté le Wisconsin et il y en a un autre. Il me semble que c'est Illinois, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc la prise de risque, elle est là. Donc, quelque part, on arrive à faire et on met autour de la table, que ce soit les assureurs, la police, j'imagine, et le gouvernement de l'État pour les y pompiers parvenir. aussi. Les pompiers, oui, enfin, voilà, toute la chaîne, tout l'écosystème de la route. Donc, on prend des risques. Bon, des risques mesurés, le risque maîtrisé, le risque zéro n'existant pas, on est bien d'accord. Et c'est pas Philippe Gir qui va me contredire. Hein. Vous prenez des risques, time is money, mais pour le coup, vous êtes du côté monnaie, mais aussi du côté du money time, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pariez, je ne sais pas si c'est le mot approprié, vous me reprendrez, parce que c'est pas un jeu, mais vous pariez sur des entreprises spécifiquement dans le champ des nouvelles technologies. Hein, je crois que c'est ce qui vous caractérise, sous la forme du capital risque, du capital venture, qui est un dispositif qu'on connaît assez mal. Aujourd'hui, moi, je connais 12 officines qui font ce que vous faites, et encore, peut-être que je mélange un petit peu les genres, mais ce n'est pas du tout les volumes qu'on peut rencontrer dans les pays anglo-saxons. Donc, il faut nous expliquer vraiment ce que vous faites. Alors, je signalerai juste que vous avez été un des premiers investisseurs sur Criteo, qui est devenu le succès que l'on sait. Donc, vous prenez des paris parfois très gagnants, qui permettent de compenser le risque que vous prenez sur d'autres histoires qui se finissent peut-être pas aussi bien. Mais j'aimerais qu'on passe un tout petit peu de temps avec vous sur votre métier, l'expliciter, et puis derrière, vous, votre vision des facteurs qui favorisent la transformation numérique de l'économie. Très bien. Donc effectivement, moi je suis le représentant à cette table du capital risque. Je vais donc peut-être commencer par vous expliquer ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Donc le capital risque, ça consiste à apporter de l'argent à des entreprises innovantes, donc souvent des très jeunes entreprises, et pas seulement de l'argent, mais aussi des compétences, parce que finalement, une jeune entreprise qui est faite de quelques personnes, elle a besoin non seulement de financer sa recherche, ses commerciaux qui vont trouver des premiers clients, mais elle a aussi besoin d'être aidée, d'être guidée, de parler à des gens qui connaissent les technologies et qui connaissent aussi comment les technologies peuvent être développées dans une entreprise. Et c'est aussi ça notre rôle, c'est d'accompagner ces entrepreneurs, qui sont souvent des jeunes entrepreneurs, pour qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils puissent développer des belles entreprises. Alors en termes de chiffres, en France, le capital risque, c'est moins de 1 milliard, parlons en dollars pour que ce soit comparable, donc moins d'1 milliard de dollars par an. Si on compare aux États-Unis, qui est une vingtaine de milliards de dollars, bon, comme il y a un facteur de 1 à 5 de taille entre la France et les États-Unis, on voit quand même qu'on a un facteur 4 de retard. Bon, ce n'est pas non plus considérable, puisqu'on est quand même le 3e pays dans le monde en termes de capital risque, après les États-Unis et l'Angleterre. Et l'Angleterre encore, c'est parce qu'ils concentrent beaucoup d'équipes de financement européennes, donc, qui sont installées en Angleterre, mais ne sont pas forcément d'origine anglaise et n'investissent pas qu'en Angleterre. Donc là, sur le plan financier, je dirais que les moyens peuvent être améliorés, mais ils sont en partie là. Il y a un autre élément qui est extrêmement important pour la réussite du développement des jeunes sociétés dans le numérique, c'est l'écosystème. Et ça, l'écosystème, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années dans la Silicon Valley. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer en France, que nous, on a vu bien se développer depuis qu'on fait ce métier. Nous, on s'est lancé en fait en 2002. Moi, j'avais fait avant du conseil en système d'information chez ce qui s'appelle maintenant Accenture. Donc, j'étais dans l'informatique pour les grands groupes. Et j'ai démarré cette activité en 2002 avec 2 associés, avec une double conviction. D'une part que justement le numérique allait transformer à la fois la vie des entreprises et la vie des individus et des citoyens. Et aussi avec l'idée que pour faire ce métier, il ne fallait pas être un financier, en fait, il fallait être surtout quelqu'un qui comprenne quelque chose au business et aux technologies. Et donc, c'est ce qui explique un passage d'Andersen Consulting ou d'Accenture au capital risque sans finalement beaucoup de compétences financières.
Et donc ce pari, il est en train effectivement d'être plutôt réussi, puisque on a financé quelques beaux succès. Mais ces succès, ils sont, et j'y reviens, surtout liés à l'existence de cet écosystème qui se crée en France et qui permet d'aider ces entrepreneurs qui ont le courage de se lancer, de les aider à développer leur entreprise. Et je vais prendre l'histoire de Criteo pour illustrer un petit peu ce que je veux dire par là. Donc Criteo, nous avons rencontré le fondateur Jean-Baptiste Rudel en 2006, pour la première fois, en janvier 2006. Alors déjà, Jean-Baptiste Rudel était ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est-à-dire que c'était la deuxième société qu'il créait, après avoir bien réussi la première et l'avoir revendue. Bon, ce n'était pas un succès international, mais c'était quand même un joli petit succès. Donc il avait déjà fait tout le parcours une première fois. Et ça, des serial entrepreneurs, c'est un premier élément important dans l'écosystème, parce que c'est des gens qui savent ce que ça veut dire de créer une entreprise depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la revendre à une plus grosse entreprise ou la coter en bourse. Donc c'était un premier élément d'écosystème qui existait en 2006. Ensuite, nous l'avons rencontré où? Nous l'avons rencontré à Agoranov. Agoranov, c'est un incubateur parisien. Et donc, il avait autour de lui un environnement à la fois physique, des bureaux qui lui étaient loués pour 3 fois rien, des personnes qui pouvaient l'aider un petit peu dans ses questions sur comment je peux faire ceci ou cela. Deuxième élément de l'écosystème, ce sont ces incubateurs, et maintenant on en voit de plus en plus dans certaines thématiques, certains géographiques. On voit des accélérateurs, on voit des tas de structures qui existent et qui ont pour but d'aider les jeunes sociétés à se développer. Troisième facteur, il était en train de s'associer avec deux jeunes ingénieurs qui avaient fait leur classe chez Microsoft aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant, des jeunes qui avaient quelques années d'expérience, qui quittaient un grand groupe, de surcroît américain, pour créer avec Jean-Baptiste leur start-up. C'est déjà courageux de créer un grand groupe, de quitter un grand groupe pour créer sa start-up. Et puis on voit une mixité internationale dans cette équipe, puisque, bon, certes, ils étaient français d'origine, mais ils venaient de travailler plusieurs années aux États-Unis. Ensuite, ils ont lancé l'aventure avec notre financement et notre soutien, puisque nous, ces éléments-là, finalement, nous ont donné confiance, plus le thème sur lequel ils se lançaient, qui était, en gros, de dire que dans le web, les e-commerçants arrivaient à bien faire percevoir aux internautes les quelques blockbusters qu'ils avaient dans leur catalogue. Quand vous allez effectivement sur Amazon ou sur la Fnac, vous voyez tout de suite les produits à succès. Mais le fond de catalogue était beaucoup plus difficile à faire percevoir. Et donc l'idée était de développer un moteur de recommandation, qui d'ailleurs existait déjà à l'époque sur Amazon, mais qui était très peu généralisé dans d'autres e-commerçants. C'était ça la thèse d'investissement initiale, qui s'est d'ailleurs avérée pas très pertinente, puisque au bout de 2 ans, le chiffre d'affaires était encore très faible. Et Jean-Baptiste Rudel a fait le constat que c'était extrêmement long de vendre à des e-commerçants une brique technologique, et qu'en plus, il ne serait jamais payé très très cher, parce qu'on lui dirait, OK, je t'achète une licence de ta technologie pour quelques dizaines de cas euros, et puis c'est tout, un peu de maintenance derrière. Et nous lui avions apporté dans son conseil d'administration un administrateur qui connaissait bien les modèles de pub, ça, nouvel élément de l'écosystème, un administrateur qui avait lui-même eu une expérience de développement de société, de start-up, avec une exposition forte à l'international, sur un secteur un peu connexe. Et c'est cet administrateur qui a eu l'idée d'utiliser la technologie qui avait été développée dans la société pour faire du retargeting, c'est-à-dire passer à un modèle de pub, avec l'idée qu'on se ferait finalement beaucoup mieux rémunéré par les clients e-commerçants si, au lieu de leur apporter une brique technologique, on leur apportait des clients. Et c'est effectivement le modèle de Criteo qui consiste non pas à apporter des nouveaux clients à un e-commerçant, mais à lui faire revenir des clients qui ont visité une première fois le site et que l'on va retrouver
sur d'autres sites et les faire revenir par le biais de bannières publicitaires. Et à partir de là, je dirais, le succès a commencé à venir, puisque c'était en 2008 un chiffre d'affaires encore modeste d'un peu plus d'1 million, mais en 2009, 15 millions, en 2010, 70 millions, en 2011, c'était plus de 120 millions, et l'histoire arrive en novembre dernier ou octobre dernier avec la cotation en bourse de la société au Nasdaq. C'est la première fois qu'on voyait une cotation d'une société technologique depuis l'éclatement de la bulle Internet. Et cette cotation, donc, c'est une valorisation de 2 milliards de dollars pour une société donc créée 7 ou 8 ans plus tard. Donc on y arrive quand même en France à faire des beaux succès. Et ce n'est pas le seul, parce qu'on voit, nous, 1000 dossiers par an d'entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs idées et leurs projets. Et on a dans le portefeuille des sociétés qui n'ont pas encore atteint le stade d'un Criteo, mais qui se développent très bien. Je citerai par exemple Sigfox, dont certains ont peut-être entendu parler, dans le monde des objets connectés. Alors voilà, bon, effectivement, mais ça, j'allais même pas en parler, encore que ça fait partie de l'écosystème, c'est un point intéressant. Donc Sigfox, c'est une technologie très intéressante. Là, c'est la technologie qui nous a vraiment séduit, parce que c'est la possibilité d'envoyer, en se fondant sur de la radio bande étroite, des messages très loin, dès lors qu'ils sont courts. Et l'idée autour de ça, ça a été de dire, c'est un pari un peu fou au départ, ça a été de dire, on va créer un réseau dédié aux objets connectés. Puisque finalement, les objets connectés, ils n'ont pas besoin de se parler beaucoup, ils n'ont pas besoin d'envoyer des vidéos et des photos. Ce qu'ils ont juste besoin d'envoyer, c'est des statuts, des états, des valeurs, des choses qui tiennent en quelques dizaines d'octets. Et donc, il y a matière à faire exister, à côté des réseaux télécoms existants, dont les investissements sont massivement sur la bande passante, parce qu'effectivement, ils cherchent à répondre aux besoins des internautes qui veulent envoyer des vidéos, des photos, etc. Donc, de faire coexister à côté de ces réseaux, un réseau dédié aux objets. Et l'intérêt d'avoir un réseau dédié, c'est qu'il est beaucoup moins cher, que les objets sont eux-mêmes beaucoup moins chers, que donc les communications sont moins chères, et aussi que ce réseau n'est pas comme le GSM, un réseau que l'on est obligé de pinguer régulièrement et donc très consommateur d'énergie, parce que la technologie Sigfox a juste besoin l'objet a juste besoin de se réveiller lorsqu'il veut émettre. Donc on peut avoir quelque chose qui dort pendant 6 mois et tout d'un coup qui alerte, comme quoi le détecteur de fumée, par exemple, envoie un signal ou la pile du détecteur de fumée est proche de 0. Donc tout un monde s'ouvre avec cette société. C'est très compliqué parce qu'il s'agit de monter un réseau. Donc un réseau, c'est toujours, il faut en même temps les clients et le réseau qui fonctionne. Mais là, ça commence à bien fonctionner puisque le réseau est déployé en France. Ils viennent de signer un partenariat pour développer le réseau en Espagne et en même temps un grand client qui est Securitas dans les alarmes qui va déployer en Espagne. Et ils viennent de signer un contrat avec Arqiva pour déployer le réseau en Angleterre. Donc on a peut-être une chance d'avoir un champion français qui crée vraiment une nouvelle technologie. Et l'intérêt derrière, c'est que ça crée tout un écosystème à lui tout seul autour des objets connectés. Parce que si vous avez maintenant envie de développer une start-up qui va permettre de suivre son vélo que vous laissez dans la rue et savoir où le gars qui vous l'a piqué vous l'a laissé, Sigfox, c'est l'idéal. Donc vous pouvez créer votre start-up en vous appuyant sur la technologie Sigfox pour faire ça. Et il y a plein d'autres idées qui sont en train d'être générées autour de cette technologie pour faire vivre cette idée, ce concept des objets connectés avec un réseau qui maintenant permet de le faire au bon prix. Merci Philippe Gir, à la fois pour ces belles histoires, pour effectivement cet éclairage sur un secteur qui est encore un petit peu sous-dimensionné. Alors certes, il y a une forte pression, il y a une vraie importance du financement public en France, mais voilà, comme on dit couramment, une entreprise elle n'a pas besoin de subventions, elle a besoin de clients.
Voilà, et se mettre dans une posture d'exigence avec des investisseurs dont vous êtes. Voilà, enfin, tout ce qu'on peut appeler de nos voeux. Et effectivement, est-ce que j'imagine que vous êtes attentif à ce qui se passe dans les laboratoires, à ce qui se passe en termes de recherche et développement. Je ne sais pas si vous avez envie d'investir sur Eviatech. Non, on travaille effectivement avec des laboratoires pour essayer de sortir des technologies de ces laboratoires et en faire des belles aventures. La technologie de Sigfox, d'ailleurs, elle s'appuie sur des choses faites à l'université de Toulouse, donc c'est pas qu'un vain mot. C'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi beaucoup de freins psychologiques, beaucoup des éléments sur la propriété intellectuelle qui ont été cités, parfois une certaine crainte aussi des personnes qui sont dans la recherche de se lancer dans l'aventure. Donc on constate que partir de la recherche et faire une entreprise, c'est pas toujours facile. Par contre, ce qui marche bien, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont envie de développer quelque chose sur un thème et qui vont chercher dans les laboratoires des briques qu'ils vont utiliser pour mettre en œuvre leur idée. Ça fonctionne beaucoup mieux. Et je reviens sur un commentaire, Sébastien, sur les clients, parce qu'effectivement, nous, on finance la société, mais le meilleur moyen de financer les entreprises, c'est par les clients. Parce que c'est un double avantage, c'est que vous gagnez de l'argent, mais vous gagnez aussi de l'expérience. Et dans ce domaine-là, on a un vrai retard par rapport aux États-Unis, que nous, on constate d'ailleurs très concrètement, parce que je vais prendre un troisième exemple d'une société de notre portefeuille, Orchestra Network, qui fait des solutions de master data management, qui sont destinées aux très grands groupes et qui est une solution qui a pour but de gérer les données de référence dans les grandes entreprises et à les propager ensuite dans tous les systèmes qui ont besoin de ces données de référence. Cette société a une très très belle solution qui est meilleure que ses concurrents Oracle et IBM. Et tant qu'elle était en France, les ventes c'était long, difficile. Le PDG a déménagé depuis 1 an aux États-Unis et là-bas il a l'impression que tout est facile et il a rajouté un 0 à ses ventes. C'est-à-dire, à mon sens, c'est un appel aussi grave que je fais, mais je pense que je ne suis pas le premier à le faire, c'est que les grands groupes font beaucoup plus confiance aux startups aux États-Unis qu'en France. Et il y a d'ailleurs dans la Constitution quelque chose qui s'appelle le Small Business Act qui pousse les grands groupes et les administrations à consacrer une partie de leurs achats à des startups. Et ça aiderait vraiment l'écosystème français si les grands groupes se décidaient à prendre des paris, un peu les mêmes que nous faisons nous, mais avec bien sûr bien moins de risques en ce qui les concerne, pour aider ces startups à avoir des clients. J'ai un commentaire à faire qui me vient immédiatement. Le risque n'est pas là où on l'imagine, parce que justement, on a été confronté à cette situation de grands groupes qui nous disaient oui, finalement, le logiciel, donc le fameux logiciel de Reviatech de formation par la réalité virtuelle, que va devenir Reviatech dans quelques années, petite société, nous on préfère Dassault Systèmes. Dassault Systèmes développait un moteur 3D qu'on a tous utilisé dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, dans les entreprises, les industries qui utilisaient CATIA pour faire de la CAO et passer à la maquette virtuelle avec Virtools. Sauf que Virtools n'existe plus, non, il a été racheté par Dassault Systèmes et il n'existe plus. Je ne dirais pas pourquoi, mais voilà, ça y est, Dassault Systèmes n'a pas suivi, n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ce logiciel qui est vital, moi ça fait 10 ans maintenant que j'utilise Virtools, ça y est, je dois refaire tous mes TD, je dois tout recommencer à zéro. Ce n'est pas stable. Les versions qu'on a dans les moteurs 3D, les nouvelles versions, ne sont pas stables, ne permettent pas d'avancer. Donc un grand groupe qui se dit « je suis protégé parce que je fais appel à une technologie dans le numérique que je considère comme pérenne », peut aussi avoir des problèmes. Et je connais plusieurs industriels qui se sont retrouvés avec le même problème que j'ai dans mon enseignement et dans mes projets, c'est que le moteur 3D n'est plus utilisable. Et ça, c'est très très grave, parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, finalement, ne sert plus, il faut recommencer à zéro.
Donc vous imaginez bien des maquettes importantes, des maquettes très complexes, le travail que ça demande de le refaire. Donc le risque n'est même pas là où on l'imagine. Merci pour cet éclairage. Effectivement, c'est pas forcément parce que c'est intégré dans un grand groupe que c'est forcément maintenu et aussi protégé qu'on l'imagine. Éric Verreg, je souhaitais vous donner le mot de la fin de cette table ronde pour un point de vue. On a dit ce matin qu'il fallait arriver à penser le numérique. Et compte tenu de votre parcours et de votre capacité à prendre parfois le contre-pied du discours ambiant, on souhaitait éclairer justement de votre réflexion cette question: comment favoriser la transformation numérique de l'économie? Donc à la lumière de ce que vous venez d'entendre et puis de votre propre analyse, j'aimerais qu'on vous entende sur ce sujet, s'il vous plaît. Merci Sébastien. Et moi, je vais apporter d'abord le témoignage d'un cofondateur de start-up avec mon associé qui est ici. Start-up qui a 1 an et demi et qui a fait le choix de se développer en autofinancement. Nous, on est spécialisé sur on va dire le traitement de l'information et les contenus Internet et la visualisation des données sur Internet. Et je crois que beaucoup de choses ont été évoquées, alors certaines intéressantes, comme le coût de la non-innovation par les entreprises, d'autres qui est l'espèce de problème de financement qu'on a de façon récurrente, mais là, c'est un sujet sur lequel on aurait beaucoup à dire. Il y a un problème qui vient d'être évoqué, sur lequel je vais rebondir, et que je vais mettre en parallèle avec un autre problème, c'est la réticence des grands acteurs français, institutionnels, au sens large, notamment des grandes entreprises, mais on pourrait dire la même chose des grandes administrations. L'administration française, comme les grandes entreprises, n'aime pas les start-up ou s'en méfie et préfère travailler avec des grandes enseignes qu'avec des petits innovants. Cette espèce de méfiance qui existe dans les institutions, moi je la mets en parallèle avec une vraie difficulté qu'on a aujourd'hui lorsqu'on crée une start-up à trouver des ressources sur le marché du travail qui sont adaptées aux besoins des entreprises qui se développent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école en France ne fabrique pas les talents pluridisciplinaires, souvent, dont on a besoin pour permettre le développement optimal des start-up qui se lancent sur le marché. Donc nous, mais comme beaucoup, nous avons régulièrement besoin d'une main-d'œuvre adaptée, et cette main-d'œuvre, c'est quand même la croix et la bannière pour la trouver, parce qu'on a souvent des gens qui sont très bien formés dans une discipline, mais lorsqu'on passe à ce qu'on appelle à l'éducation nationale la bidiscipline, ou la pluridiscipline, c'est-à-dire des compétences sur le net et des compétences sur un métier donné, le mixte est extrêmement rare sur le marché du travail. Et aujourd'hui, il y a un défi pour l'école, en France, l'école au sens large, c'est-à-dire que ce qui va de 3 ans et même 2 ans jusqu'à 23, 24 ans et parfois au-delà pour les retardataires, il y a un défi pour l'école au sens large, c'est d'être capable, à côté des ingénieurs informatiques, d'instaurer, d'installer, de distiller une culture du numérique dans l'éducation métier ou dans l'éducation technique du tout venant. Aujourd'hui, on fabrique, j'en suis convaincu, d'excellents ingénieurs informatiques qui font d'excellentes choses dans le domaine technique. En revanche, des juristes qui sont à l'aise avec Internet ou sur le numérique, des historiens, des sociologues, des scientifiques au sens large, des actuaires qui sont à l'aise avec la visualisation de données. On parlait d'Henri de Castres tout à l'heure. Il se trouve que nous sommes très largement dans la niche assurance. C'est vrai que les entreprises d'assurance n'ont pas aujourd'hui accès à une main-d'œuvre qui maîtrise couramment l'actuariat et les technologies numériques. Et donc on a un problème aujourd'hui, c'est l'adaptation de notre système scolaire à ce grand défi, parce que si on veut que les entreprises puissent négocier, et très vite, le virage de leur transformation numérique, elles vont avoir besoin d'une main-d'œuvre adaptée et elles vont avoir besoin d'un recrutement qui leur permet de faire tourner cette transformation numérique. Et là, on a un sujet que je considère comme double, et comme vous m'avez invité pour en parler, je m'étends un peu sur ce sujet. Je crois qu'on a un premier problème dans notre école, c'est que très souvent on dit l'école n'a pas les moyens, il n'y a plus d'argent, etc. Je pense que tout ça, c'est du baratin. Le premier sujet de l'école en France vis-à-vis du numérique,
c'est le paradigme caché de l'intelligence qu'elle véhicule. Je m'explique. C'est que l'école en France, elle est fondée sur l'espèce d'extase face à l'intelligence cartésienne du cogito ergo sum. Je suis seul dans ma chambre, je pense le monde tout seul dans ma chambre, et la rationalité, c'est d'abord un acte individuel qui se fait dans la solitude, dans le silence de la raison, etc. Et le paradigme de l'école en France, c'est d'abord ce paradigme de l'honnête homme qui était en vigueur sous l'Ancien Régime et qui est une déclinaison de l'intelligence cartésienne qui est l'intelligence du cogito. Je pense. Et donc, le système scolaire français, ce qu'il adore, ce qui guide ses pas, c'est la fabrication d'une intelligence individuelle très éloignée du monde, qui pense au-dessus des choses, qui surplombe le monde d'un regard légèrement arrogant avec l'idée que nous, on va se construire dans une intelligence totalement théorique. Il se trouve que ce modèle qui fonctionne très bien dans les grandes écoles polytechniques, j'ose plus dire l'ENA puisque c'est tellement vilipendé que c'est devenu une injure, mais toutes ces grandes écoles fabriquent des gens qui sont totalement brillants au regard du cogito cartésien. Le problème, c'est que ce qui fait le numérique, ce qui fait la civilisation du numérique, c'est un acte totalement différent du cogito. C'est d'abord un acte de coopération intersubjective. C'est-à-dire que pour réussir dans le numérique, il ne faut pas des individualités qui pensent chacune dans leur coin. Il faut des gens qui coopèrent pour fabriquer un acte collectif, une construction collective, une vérité collective. Et donc, les compétences, ce qu'on appelle, je n'aime pas cette expression, mais le savoir-être nécessaire pour réussir dans la civilisation du numérique, il est aux antipodes du savoir-être que l'école française valorise au jour le jour et dont l'enseignant est lui-même le paradigme. Un enseignant français, c'est le maître face à sa classe qui transmet le savoir. À l'issue, il a passé l'agrégation à 24 ans, donc toute sa vie, il sera meilleur que ses élèves, toute sa vie, il sera l'expert qui va transmettre le savoir, et les élèves doivent noter et répéter le jour du bac ce qu'ils ont appris, et certainement pas faire preuve d'esprit critique, certainement pas critiquer les sources de l'enseignant, et certainement pas remettre en cause la légitimité du savoir de l'enseignant. Sinon, c'est toutes les horreurs qu'on entend et que vous connaissez mieux que moi sur les parents d'élèves ne sont pas à la hauteur, les élèves sont feignants, etc. Donc aujourd'hui, on a ce sujet, ce paradigme scolaire en France qui est aux antipodes de l'intelligence numérique. Et donc ce problème-là, nous devons le régler. Parce que tant que nous n'aurons pas remis à plat ce qui guide le système scolaire français, tant que nous n'aurons pas remis à plat cette espèce d'extase, de pamoison dans laquelle on tombe face à l'intelligence individuelle qui transfigure le monde, nous aurons du mal à adapter notre école à la civilisation numérique parce qu'on doit passer d'un modèle de rationalité à un modèle de coopération. Ce qu'en philosophie allemande, ce que Husserl l'appelait très bien la constitution intersubjective de la rationalité depuis les méditations cartésiennes de la Sorbonne en 1924. Ça, c'est le premier problème, c'est le changement de paradigme de l'école. Et on voit bien que le sujet, c'est pas une question de moyens, c'est pas parce qu'on va rajouter 2 milliards au budget ou mettre 5 heures supplémentaires de plus aux enseignants sur leur fiche de paye à la fin du mois que ça va changer. Ce qu'il faut, c'est toucher le contenu pédagogique, et ce qu'il faut, c'est toucher la représentation même symbolique de l'intelligence que nous avons en France. Et là-dessus, nous avons un deuxième problème, c'est comment on fait pour piloter ça. Donc je vais faire de la provocation, vous m'en excuserez, mais amicale, celle d'un parent d'élève qui voit avec horreur sa fille arriver à l'âge scolaire. Et on a un problème, c'est que l'éducation nationale en France, alors je ne veux pas utiliser le mot animal, la métaphore animale pratiquée à une époque parce que je n'y crois pas, mais elle a un problème de taille. Le problème de son évolution, c'est la gestion de sa taille. L'éducation nationale en France est bloquée par une inertie qui est d'abord liée à son organisation elle-même. Et je ne vois pas comment, en l'état actuel, et par une série de mesures périphériques, on va pouvoir négocier une transformation de fond du paradigme éducatif sans remettre en cause et sans attaquer tout ou tard la question de l'organisation. Et je pense que ce qu'il va falloir penser, c'est la structure même du service public éducatif en France, parce qu'on voit bien que parce qu'il est national, parce qu'il est public, parce qu'il est statutaire, nous n'arrivons pas à le faire bouger.
et que ça fait 30 ans qu'on annonce qu'on va le faire bouger, ça fait 30 ans qu'on fait des lois, des réformes, etc. Et ça fait 30 ans que les résultats baissent, que les compétences diminuent. Si on regarde d'ailleurs en simple nombre d'élèves, il y a moins de bacheliers S aujourd'hui qu'en 1994. C'est-à-dire que non seulement le niveau baisse, mais le nombre même d'élèves qui arrivent au bac S diminue. Et donc je pense qu'il va falloir que tôt ou tard, les gens qui font l'économie de demain et les impôts d'aujourd'hui soient en mesure de peser sur la machine pour obtenir sa reconfiguration et dans des délais très rapides pour qu'on puisse fonctionner. Parce qu'on ne pourra pas éternellement rester avec des clients à qui on dit ben, vous êtes pressé d'avoir tel service qu'on voit, mais je ne peux pas parce que je ne trouve pas la main-d'œuvre pour le faire. Parce que la main-d'œuvre n'existe pas en France. Donc je pense qu'il faut, je conclus sur ce point, je pense qu'il faut que nous abordions les sujets qui fâchent et que la mort dans l'âme, nous acceptions le choc de privatisation du système scolaire français, c'est-à-dire le passage au chèque scolaire. Je pense qu'il faut que, dans un avenir très proche et probablement très brutal, nous nous mettions à dire qu'on ne subventionne plus les écoles, mais qu'on subventionne les parents, et que le produit de l'impôt ne sert plus à fabriquer l'offre, mais à fabriquer la demande. Et je pense que c'est le jour où les parents responsabilisés pourront acquérir librement le bien éducatif de leur choix, que nous parviendrons à faire la transformation numérique de ce pays. Ce sera une phase probablement chaotique et douloureuse. Elle sera transitoire parce que nous aimons le service public, moi en premier, donc nous y reviendrons. Mais je ne vois pas comment les start-upers pourront indéfiniment continuer leur activité sans prôner cette réforme de fond et sans s'organiser pour peser sur les décisions et l'obtenir. Voilà. Merci, je suis désolé de cette provocation, mais merci, Eric. Je tenais à la faire. Et merci à nos panélistes. Si je peux me permettre, sans la tronquer ni la biaiser, de résumer votre pensée, vous faites le contrepoint. On a parlé du capital financier, et là, ce dont vous nous parlez, c'est on pourra mettre tout l'argent du monde si on n'a pas le capital humain. Oui, il faut développer le capital humain dans ce pays. Et je crois, on l'a dit, c'est le même sujet que les véhicules sans pilote. Aujourd'hui, le problème du véhicule sans pilote, c'est quoi? C'est que l'État n'est pas en mesure d'assumer sa mission fondamentale, qui est d'apporter les règles nécessaires pour le développement économique de ce pays. C'est le versant réglementaire du versant éducatif que je soulève. C'est qu'aujourd'hui, l'État est le principal frein à la transformation numérique des entreprises, parce qu'il est incapable de délivrer le service pour lequel il est financé. Merci, ce sera un mot de la fin un peu brutal peut-être, mais je vous suggère d'applaudir nos panélistes à nouveau. Voilà l'objet de cette conférence.